Membre du collectif de l'ombre, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour enfin pouvoir vous parler de Maul Shadowlord en vous donnant mon avis sur les 2 premiers épisodes afin qu'on puisse en débattre ensemble en commentaire. On fera ça chaque vendredi à 18 h où on reviendra sur les 2 épisodes de la semaine, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, cochez la petite cloche et au passage si vous pouviez liker la vidéo si bien entendu vous l'appréciez, ce serait super gentil et me donnerait un peu plus de visibilité, donc je compte sur vous, merci d'avance. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés aux épisodes, je vous synthétise tout ça pour vous dire mon avis global, puis je vous donnerai ma note relative à ces 2 épisodes sur la fameuse échelle du Jar Jar. C'est donc parti pour cette première vidéo avis sur cette nouvelle série animée qui va nous accompagner tranquillement jusqu'au Star Wars Day et nous faire patienter avant la sortie au ciné de The Mandalorian et Grogu. On parle tout de suite des 2 premiers épisodes de Maul Shadowlord. Avant de rentrer dans le détail de l'histoire et du fond de cette série, je vous propose qu'on démarre par ce qui saute aux yeux dès les premières secondes, c'est bien entendu sa forme. Parce qu'effectivement, on est là face à une vraie proposition artistique en termes d'animation et on n'en attend pas moins de la part de Lucasfilm, dans le sens où il faut que ce soit beau, mais également original, ce qui implique de faire des choix et donc prendre des risques. On est donc sur un vrai parti pris en termes de direction artistique et de design, complètement assumé de la part de Dave Filoni et des équipes de la série, qui souhaitaient dès le départ un style libre et impressionniste. Les instructions de Filoni étaient assez précises en demandant à ses équipes de développer un style mêlant l'atmosphère de l'album Hysteria de Def Leppard à celle de la couverture du comics The Sea Hunters de 2012 qu'il avait lui-même réalisé à l'époque. Et honnêtement, le résultat a vraiment de la gueule, je trouve ça très beau esthétiquement et avec des idées assez originales, comme le fait par exemple que la ville soit nichée dans un cratère d'impact de météorites. J'ai donc hâte de voir la suite, rien que sur ces aspects des choses. Le nouveau président de Lucasfilm souhaitait que la main de l'artiste soit visible dans chaque image selon ses propres mots, et on retrouve ce style pictural dans les éléments de décor, les bâtiments, les vaisseaux et surtout les différents arrière-plans que nous offre la série. Alors c'est vrai qu'on a toujours eu un style d'animation différent pour chaque projet animé Star Wars, mais celui-ci est selon moi vraiment le plus particulier, avec on le sent un mélange de techniques hyper innovantes et aussi un magnifique savoir-faire artisanal. Bon, outre Vision, qui est justement un espace de liberté créatrice pour les studios d'animation du monde entier, tout ce qui touche au canon avait sa patte visuelle identifiée et celle de Shadowlord ne laissera personne indifférent, alors dans le bon sens ou le mauvais, mais en tout cas, ils ont tenté quelque chose de spécial et c'est à saluer. Au-delà de ça, je respecte le travail de recherche et d'exécution qui a été fourni par les équipes, car en me renseignant un peu, j'ai pu voir qu'ils se sont inspirés de grands artistes comme Joseph Turner, mais aussi Jeremy Mann ou encore John Singer Sargent en ce qui concerne le travail des couleurs et de la lumière, et ça se ressent clairement à l'écran. On voit ces coups de pinceau cherchant à créer de la profondeur avec un sentiment d'immensité qui se perd au loin en devenant un peu flou, ce qui donne aussi à la ville une image plus sale et plus pauvre en déformant son apparence. Mais surtout, ce style plus abstrait et moins net témoigne de l'état mental de Maul et représente comment lui voit le monde qui l'entoure, car il est tellement traumatisé de ses échecs, de ses pertes, de ses trahisons, qu'il n'est plus dans son état normal et tellement obnubilé par la vengeance que parfois certains détails s'estompent, au sens propre comme au figuré. Les jeux de lumière sont également magnifiquement travaillés et servent le récit, avec comme exemple le plus flagrant ce plan final montrant la padawan Devon Izara qui s'évade et se trouve entre ombre et lumière, symbole de son destin qui, on le sent, va se retrouver confronté à un choix entre le côté clair et obscur de la force. D'une manière générale, nous sommes tous dans l'ombre sur ces 2 premiers épisodes avec peu de lumière franche, excepté certains plans du QG de la défense civile de Janix et également dans l'appartement du capitaine Brander Lawson et son fils, imageant le fait qu'ils soient au service du bien. Ce côté sombre était clairement souhaité par les créateurs car on sent bien les inspirations cinématographiques qui ont alimenté les concepts art de la ville, que ce soit Blade Runner, Batman avec Gotham City et plus généralement tous les designs rétro-futuristes des années 50-60, ce qui donne un ton, une couleur et une ambiance à la série tout à fait remarquable. Du très bon travail sur la forme donc, côté Lucasfilm Animation, mais qu'en est-il du fond et de l'histoire ? Eh ben écoutez, sincèrement, je trouve ça pas mal du tout pour le moment et assez fidèle à sa promesse d'une série d'animation un peu plus adulte que les autres.
J'aime beaucoup cette ambiance de film noir, de polar à l'ancienne. On est plongé dans les affres de la société de Janix avec sa pègre locale, sa police un peu dépassée et l'atmosphère pesante de la ville. Et beaucoup d'événements se déroulant de nuit. Bref, on est vraiment dans Blade Runner à la sauce Star Wars. On nous avait promis avec les bandes annonces de la violence et un peu d'horreur. Et je trouve qu'on est au niveau qu'il faut. Entre les tarés avides de sang qui ont l'air d'être Scorn et Icarus, les deux Abraques frères de la nuit, hommes de main et de basses œuvres, et Maul qui fait bien flipper car on le sent être animé par une telle haine et une telle envie de vengeance qu'il peut découpiller à tout moment. Tout ça est bien angoissant, sans compter l'ambiance générale avec l'écran titre et aussi la musique de Kevin Keener, qui je trouve est discrète mais se prête bien à l'environnement sombre et froid de Janix. Bon, je ne doute pas que la musique prendra de plus en plus de place pour accompagner la dramaturgie des événements au fil de la série. Je pense qu'on pourra vraiment juger la BO après l'épisode final dans la vidéo Avis Ultime. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'effectivement, nous sommes dans Star Wars et à l'instar des autres projets, il y a toujours des parallèles à faire avec nos sociétés. Mais je trouve cela encore plus flagrant sur Janix avec une volonté de ramener les événements au sol et non dans les airs comme sur Coruscant. On retrouve tout un réseau de routes, de ponts, de tunnels, et ça nous implique encore plus dans la vie de la planète, permettant de se le figurer plus concrètement, étant donné la proximité avec la nôtre. Le rythme est sincèrement impeccable, avec une scène d'intro à couper le souffle, ce violent braquage qui part en course-poursuite brutale et dangereuse, pour finir avec une arrivée tant classe de Maul et son mythique sabre à double lame. Franchement, comme entrée en matière, on pouvait difficilement faire mieux. Toutes les scènes d'action ou de tension, au-delà d'être super stylisées, sont parfaitement maîtrisées, avec notamment cette scène de fusillade nous rappelant furieusement Heat, opposant l'équipe de Maul au capitaine Lawson et son assistant Two Boots, que je trouve super. Il y a également la scène où le maître Jedi Iko Diodaki stoppe net le véhicule des criminels grâce à la force avec tant de classe, afin de tenter de sauver sa padawan, mais tout ceci en vain à cause de la cruauté de Maul prêt à se servir de la vie d'innocent comme d'une simple diversion pour pouvoir s'échapper. L'infiltration musclée dans le quartier général de la police de Janix pour récupérer Vario est également impressionnante. Bref, ça montre véritablement le potentiel d'action que peut avoir cette série, car pour le moment nous ne sommes qu'au début du retour de Maul parmi la pègre galactique et on sent que le nombre de règlements de compte entre les différentes mafias qui ont fait partie de près ou de loin du collectif de l'ombre vont le payer. L'histoire avance sans trop se disperser malgré un nombre de nouveaux personnages assez conséquents et étant voué à prendre de plus en plus de place dans le scénario, on le sent. On a l'impression d'être sur des rails avec des objectifs assez concrets à chaque fois, ce qui, on l'espère, nous empêchera d'avoir des épisodes fillers ne servant à rien pour se concentrer sur les intrigues principales et qu'on ne sente aucun coup de mou aux alentours de la mi-saison. Et ça c'est super agréable parce que combien de fois on s'est fait avoir avec des moments creux qu'on retrouve dans à peu près tous les projets Star Wars. The Mandalorian en est l'illustration parfaite. Là ça a l'air de sentir bon car on démarre doucement sur une intrigue assez intimiste avec des protagonistes et une planète que nous découvrons. On peut donc selon moi que monter crescendo et se rapprocher des principales intrigues à l'échelle galactique. Donc on va pas vendre la peau du Wampa avant de l'avoir tué, mais il me semble en tout cas, je l'espère, qu'on n'aura pas trop de perte de rythme au cours de la série. Et donc pour rentrer plus précisément dans l'histoire, eh bien moi, ils ont réussi à m'embarquer. Je trouve l'idée pour Maul de repartir d'en bas face à des petits syndicats du crime sur une planète de seconde zone ignorée par l'Empire assez intéressante. Elle fait retomber un peu la pression et l'importance qu'avait pu prendre Maul avec les grandes heures du collectif de l'ombre et la prise de contrôle de Mandalore. Et comme je le disais, je trouve ça bien parce qu'on va une nouvelle fois suivre l'ascension de la menace cachée qu'a toujours été Maul, que ce soit pour les Jedi, pour les syndicats du crime, mais aussi désormais pour Sidious, une menace fantôme donc. Vous l'avez ? Qui, à l'instar d'un animal blessé, peut devenir très dangereux dans ses moments de faiblesse. Sa nouvelle ascension, on s'en doute, passera par sa tentative de prendre un nouvel apprenti, et c'est là que le destin de la padawan Devon Izara va être super intéressant à suivre, parce qu'il va y avoir plusieurs barrières à franchir pour qu'elle bascule du côté obscur, à commencer par un combat intérieur qu'elle mènera entre ombre et lumière. On voit les prémices de cela avec sa volonté d'employer tous les moyens, même illégaux, pour pouvoir se nourrir. Elle franchira le pas contre l'avis de son maître en tentant de voler quelques fruits, ce qui montre quand même une tendance à vouloir s'écarter du droit chemin, ce que pourra exploiter Maul plus tard. Maul devra aussi faire face à la réaction de son maître Jedi, Iko Diodaki, qui aura à cœur de garder sa padawan dans la lumière, et donc s'annonce un sacré duel entre les deux maîtres pour le destin de Devon. J'ai hâte de voir ce combat. Bon, donc on a une jeune Twi'lek sensible à la force et en passe de rejoindre le côté obscur en tant qu'apprenti de Dark Maul. Donc je suis quand même un peu obligé de vous parler rapidement de Dark Talon. On est en début de série, donc on peut se faire plaisir en abordant les théories les plus farfelues.
Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom-là, et pour résumer très rapidement, Dark Talon était une Twi'lek Sith de l'univers Legends, et elle était très... comment dire en des termes élégants, elle était très affriolante, dirons-nous. C'était une fidèle de Dark Krayt, le chef de l'ordre Sith de son époque, et elle agissait comme la main du roi en quelque sorte, en éliminant les cibles désignées par Krayt, et c'était également une tentatrice pour faire basculer certains Jedi du côté obscur. Bon, on va pas se mentir, elle a des arguments plus pertinents que Sidious ou Dooku pour se rapprocher de l'ordre Sith. Alors pourquoi je vous parle d'elle? Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Lucas, envisageant une postlogie à sa sauce, avait quelques idées comme placer Leia au centre de l'histoire, reconstruisant la République, ou Luke creusant la question de l'influence des midi-chloriens, et aussi Maul qui revenait pour être le chef des syndicats du crime, accompagné d'une apprentie Sith Twi'lek nommée Dark Talon. Donc étant donné qu'on a fait revenir Maul pour qu'il soit chef des syndicats du crime, ou tout du moins de l'Aube écarlate, comme on le verra dans Solo, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous introduire Dark Talon ou à minima un personnage dans cet esprit? Je pose simplement la question et ça sert à rien de trop extrapoler, mais en tout cas on voit où se trouve l'inspiration chez celui qui connaît peut-être le mieux George Lucas et ses plans, à savoir Dave Filoni. Mais ça m'étonnerait quand même qu'on parte sur un repompage complet et qu'elle reprenne le nom officiellement. Déjà premièrement parce que ce n'est pas dit que Devon bascule complètement, puis Talon a, même si c'est dans le Legends, un physique très identifié, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement si à ce moment précis Maul réfute complètement son identité de Sith, et donc s'il donnera l'appellation de Dark à son apprenti. Bref, beaucoup de questions et peu de certitudes, mais c'était quand même marrant de parler d'elle. Le destin de Devon va donc être un des fils rouges de la série, voire même peut-être l'enjeu principal de cette première saison de Shadowlord. On verra bien, mais ça risque d'être passionnant. J'aime beaucoup également qu'il nous amène la série sous la forme d'une enquête policière. Premièrement parce que c'est original dans l'univers et que j'aime le genre, et deuxièmement parce que ça nous permet d'embarquer tout de suite dans l'histoire, notamment avec les nouveaux personnages, et en particulier le capitaine Lawson. C'est hyper malin parce que bon, pour ceux qui maîtrisent le destin de Maul et ce qui s'est passé avant la série, il n'y a pas de sujet, mais pour les gens qui n'ont pas toutes les références et l'historique de Maul, le format d'enquête va impliquer les spectateurs sans les perdre, car la notion de mystère à élucider est à la base du récit, et en plus tout le monde pourra se mettre dans la peau de cet enquêteur qui devra comprendre et retracer le pourquoi du comment de l'arrivée de Maul sur Janix, histoire de remettre tout le monde à niveau, donc c'est franchement pas mal. C'est illustré dans la scène où Lawson part se renseigner auprès de son informatrice, qui lui fait un petit rappel sur le collectif de l'ombre. Bon bah ça, je trouve ça assez subtil et bien écrit pour que tout le monde saisisse les enjeux. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le passé de Maul, je vous encourage à regarder ma vidéo Maul avant Shadowlord, qui retrace le parcours du Zabrak avant la série. Un peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Et en plus d'avoir créé un monde un peu plus proche du nôtre, réalisé cette série sous un format d'enquête, un genre que le plus grand nombre affectionne, à travers les yeux d'un flic qui va chercher à comprendre et donc auquel on va se raccrocher pour suivre l'histoire, il nous développe de l'empathie pour ce personnage en lui ayant ajouté une histoire familiale qui a l'air complexe, avec on s'en doute un mariage qui a dû voler en éclats à cause de son travail prenant, alors que lui ne souhaite pas forcément passer à autre chose, car comme on peut le voir, il conserve une photo de sa femme et son fils sur son bureau. Puis une relation compliquée avec son fils qui doit faire face à un père très absent et qui déclenche chez nous forcément une empathie profonde pour les deux personnages. Bref, malgré le fait que ce soit un peu cliché, je trouve que l'écriture est quand même très intelligente. Car oui, en 2 épisodes assez courts, on a eu droit à une exposition des personnages assez remarquable, je trouve, alors que pourtant on avait un certain nombre de nouveaux persos à introduire, tout en n'oubliant pas de suivre Maul, et tout a été fait subtilement pour qu'on comprenne rapidement les personnalités de chacun. Bon, les noms des uns et des autres vont finir par rentrer, vous inquiétez pas. On a droit à des personnages riches qui ne demandent qu'à être creusés et que j'ai envie de mieux connaître personnellement, avec ce flic accro au boulot qu'est le capitaine Brander Lawson, son droïde assistant Two Boots qui est très réussi avec son attachement à Lawson illustré par ses pauses café touchantes et son respect du règlement. On a bien sûr Devon Izara, la Padawan Twi'lek à fort caractère, avec un destin incertain et qu'on va suivre de près. Son maître Jedi Iko Diodaki, qui est une nouvelle espèce dans Star Wars et qui a une classe intergalactique, je trouve, mais qui n'est pas adapté au monde hostile aux Jedi comme il l'est sous l'Empire. Bon, j'ai déjà adopté ce perso de mon côté, mais généralement quand j'adopte un perso, il meurt rapidement derrière, donc on verra bien où ça le mène. J'ai clairement adoré cette introduction des nouveaux personnages et ne pensais pas que leur sort aurait autant d'impact sur moi que celui de Maul, mais en vérité j'ai déjà très hâte de savoir ce qu'ils vont tous devenir.
Mais je suis tout de même très curieux de voir le devenir de Maul à cette période. Je trouve que la continuité de son histoire, quand on connaît son passé, est cohérente et intéressante. Suivre son redémarrage avec un petit contingent de fidèles après la défaite du collectif de l'ombre, ou tout du moins de sa perte de Mandalore, c'est clairement une bonne idée. On apprend des choses avec le fait qu'il a en réalité été trahi par les syndicats et notamment l'Aube écarlate, et ça m'intéresse grandement parce que je pensais que c'était lui qui était à la tête du syndicat. Donc, est-ce que pendant son absence, Dryden Voss a essayé de le remplacer? J'ai hâte de le savoir. On a ces 2 petits syndicats locaux qui faisaient donc partie de l'alliance que Maul avait constituée. On agrandit encore le lore, ce qui est toujours intéressant. Et en parlant de lore, Maul dispose désormais d'un droïde ID qui a l'air ultra performant, limite un peu cheaté, mais en tout cas redoutable pour les ennemis. Il me fait penser au droïde d'Iden Versio qu'on utilisait pas mal dans la campagne solo de Battlefront 2, donc ça rappelle des bons souvenirs. On retrouve aussi Rookcast en fidèle lieutenant de Maul qu'on avait pu découvrir dans le comics Fils de Dathomir et dans la saison 7 de The Clone Wars qui faisait à l'époque équipe avec Gar Saxon qui a prêté allégeance à l'Empire désormais. Donc un lore toujours respecté et agrandi, ça fait plaisir. Bon, ça fait quand même beaucoup de points positifs tout ça et c'est tellement plaisant d'aborder la série de cette façon, mais je vous propose de revenir rapidement sur des petits bémols que je pourrais émettre sur ces 2 premiers épisodes. Bon, on est d'accord, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, étant donné que l'histoire n'en est qu'à son début. Mais pour revenir sur la forme, malgré le fait que je trouve le travail sur le design et la direction artistique absolument colossal, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous cache pas que j'aime un peu plus de rationalité dans le style visuel pour bien rentrer dans l'histoire. Je suis donc un peu moins sensible aux propositions artistiques qu'on peut observer. Je préfère un design net et un peu moins abstrait dans le genre de la saison 7 de The Clone Wars, car ça m'aide à rentrer encore plus dans l'histoire et rendre crédible l'univers. Et ça m'empêche pas, comme je vous l'ai dit, de saluer qu'on soit face à une vraie proposition de la part de Lucasfilm Animation, et j'aime toujours quand les studios tentent des choses, dans le respect de la licence bien sûr. Mais l'inconvénient d'une proposition artistique, c'est que par définition, elle sera clivante, car une œuvre, on l'aime ou on ne l'aime pas, et parfois c'est difficilement justifiable dans un sens comme dans l'autre. On n'est que dans un ressenti, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des gens que ce style dérange un peu. On peut aussi craindre que l'importance des nouveaux personnages ne permette pas totalement à Maul d'être au centre du récit, donc j'espère que ça n'arrivera pas, bien sûr, parce que sinon ça condamnera la série à rester extrêmement éloignée des grandes problématiques de la galaxie. Et je dis ça parce que pour le moment on est sur un récit assez intimiste où l'action se cantonne à la planète Janix, donc pour le moment c'est bien, mais à terme on en voudra plus quand même. Donc voilà, c'est plus des craintes ou des observations que je fais plus que des critiques, car sinon on est quand même sur du très haut niveau en ce qui concerne l'animation Star Wars, et donc que ce soit autant sur le fond que sur la forme, on a vraiment affaire à une série intéressante avec une écriture intelligente qui ne demande qu'à se confirmer sur la longueur. J'ai déjà hâte de découvrir la suite, ce qui est bon signe quand même, on va pas se mentir, ça veut dire que je suis accroché. Je peux que m'incliner devant la somme de travail qu'a fourni Lucasfilm Animation en termes de direction artistique, malgré le côté clivant que cela peut comporter, et trouve le démarrage de l'histoire passionnant et sur des très bons rails. Donc si je devais noter cette série d'animation sur la fameuse échelle du Jar Jar, je donnerais pour ces 2 épisodes un 7 sur 10 pour l'histoire, car malgré son intérêt, on ne reste que sur des enjeux qui ne sont pas non plus cruciaux pour le moment, mais ça ne demande qu'à évoluer. Et je mettrai 8 sur 10 en ce qui concerne le design et la direction artistique. On est sur du très beau, c'est clair, mais de manière subjective, c'est pas non plus ce dont je raffole. Donc je laisse quelques points en cours de route, mais ça nous fait quand même un très beau 15 sur 20 pour démarrer cette nouvelle série, ce qui est une très bonne note, pleine de promesses pour la semaine prochaine. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ces 2 premiers épisodes. N'hésitez pas, surtout si vous souhaitez me soutenir et parler Star Wars, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo, ça vous prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup. Et surtout, venez débattre en commentaire, c'est toujours super agréable et c'est pour ça que j'ai conçu la chaîne. Donc je vous attends. Je vous dis donc à la semaine prochaine, vendredi 18 h pour la prochaine vidéo avis. Encore merci de suivre cette série avec moi. Je pense qu'on risque de passer un très bon moment jusqu'au 4 mai. Il me reste plus qu'à vous dire... Parlons Star Wars, que la force soit avec vous, ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.